Que ferais-tu si, en regardant au fond d'un trou, tu découvrais qu'il n'est pas vide, mais que quelque chose t'observe depuis l'intérieur? D'un puissant fond aux preuves perdues du trou. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que les scientifiques ont capté dans le mystérieux trou de Mel. Numéro 10, la légende du trou de Mel, le puissant fond qui défiait toute explication. Dans les collines reculées de l'est de l'État de Washington, un homme nommé Meltwater fit une découverte qui avait captivé le monde et déclenché un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Nous étions en 1997 lorsque Mel aperçut pour la première fois cet étrange et immense trou qui semblait défier toute logique et raison sur sa modeste propriété près du petit village d'Elansburg, plus précisément à Manistac Ridge. Le puits, d'environ 2,7 mètres de diamètre, était entouré d'un mur de pierre qui descendait sur environ 4,5 mètres avant de laisser place à une obscurité insondable. Pendant des années, cette ouverture singulière avait servi de décharge communautaire. Mel, sa femme et même des voisins présents avant son arrivée y avaient jeté des déchets dans ses profondeurs. Déchets ménagers, appareils électroménagers cassés, pneus usés et même des machines en panne. Cependant, malgré le flux constant d'ordures et des années de déversement, le trou ne semblait jamais se remplir, pas même un peu. C'était comme si la terre elle-même avait développé un appétit insatiable, engloutissant tout ce qu'on jetait dans sa gueule sans laisser de traces. La curiosité naturelle de Mel finit par l'emporter. Il devait en savoir plus sur ce puits étrange qui était devenu un élément permanent sur ces terres. Avec précaution, il prit une pierre et la jeta dans le vide, attendant le bruit révélateur de son impact au fond. Il lance des pierres et écoute ce qui se passe. Mais ce bruit ne vint jamais. Les secondes passaient, s'étirant jusqu'à devenir des minutes, et aucun son ne provenait encore des profondeurs. C'était comme si le trou avait englouti la pierre tout entière, l'exilant dans un royaume inconnu. À mesure que Mel passait plus de temps près du trou, il ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose d'antinaturel à son sujet. Il découvrit que les tribus amérindiennes locales craignaient ce puits depuis longtemps, croyant qu'il était maudit. Il parlait d'objets qui disparaissaient à jamais lorsqu'on les jetait, comme si une force surnaturelle les engloutissait. Même les animaux semblaient percevoir le pouvoir inquiétant du trou. Les chiens de Mel, habituellement curieux et téméraires, refusaient de s'approcher de l'ouverture, gémissant et s'éloignant comme s'ils faisaient face à une menace invisible. Ils enfonçaient leurs pattes dans la terre, résistant à toute tentative de les approcher. La queue entre les pattes, comme si une force invisible les avertissait de s'éloigner. Mais peut-être que le plus troublant était l'effet que le trou semblait avoir sur l'environnement. Une quiétude surnaturelle semblait envelopper la zone autour du trou. Aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne bourdonnait, bien que les oiseaux continuaient de voler, comme si le trou ne représentait aucun danger vu d'en haut. Et lorsque Mel approchait sa vieille radio de l'ouverture, l'appareil émettait des signaux étranges et inexplicables, comme si le trou captait des fréquences hors de la portée normale de la perception humaine. Numéro 9, les expériences de Mel dévoilaient le mystère kilomètre après kilomètre. Armé d'une détermination renouvelée, Meltwater élabora un plan pour sonder les profondeurs du mystérieux trou sur sa propriété. En tant que pêcheur passionné, il disposait d'une grande quantité de fils de pêche, des kilomètres et des kilomètres. Il pensa qu'en attachant un poids lourd à l'extrémité du fil et en le descendant dans le trou, il pourrait enfin comprendre la profondeur de cette anomalie. Avec beaucoup de précautions, Mel attacha un poids en plomb de 450 grammes à l'extrémité de son fil le plus résistant et commença à le descendre dans l'obscurité. Le poids disparut rapidement de la vue, englouti par l'obscurité. Mel attendit la secousse révélatrice qui indiquerait que le poids avait touché le fond, mais elle ne vint jamais. Déconcerté, il continua à faire passer de plus en plus de fils dans le trou, observant avec incrédulité le moulinet se vider lentement. Ce qui avait commencé comme une expérience en fin d'après-midi devint bientôt une obsession inimaginable. Même après avoir déroulé l'incroyable longueur de 1377 mètres de fil, soit presque 1,6 km de profondeur, le poids n'avait toujours pas trouvé d'appui. Le fil s'étirait sans fin, bien au-delà de toute profondeur qu'il avait pu rencontrer au cours de ses années de pêche. Il n'y avait toujours aucune trace du fond. Ne voulant pas abandonner, Mel tenta une approche différente. Il remonta sa ligne et remplaça le plomb par un paquet de Bobo Life Saver, dans l'espoir de découvrir s'il y avait de l'eau dans les profondeurs du puits. Quand il remonta le bombo après son long voyage dans l'abîme, il était complètement sec. Pas une seule goutte d'humidité n'adhérait aux anneaux sucrés. C'était comme si le trou, d'une manière ou d'une autre, repoussait l'humidité, défiant une autre loi fondamentale de la nature.
Dans un élan de persévérance extraordinaire, Mel poursuivit ses expériences, attachant de plus en plus de lignes de pêche. Sa quête du fond le mena à déployer l'incroyable quantité de 3000 mètres de fil, soit presque 3 km en ligne droite. Mais malgré cela, le fond lui échappait toujours. Kilomètre après kilomètre de fil disparaissait dans l'abîme. Pourtant, le poids semblait ne jamais toucher le fond. Impassible, Mel se procura encore plus de fils, attachant bobine après bobine. Le plus étonnant, c'est qu'après avoir utilisé un total de 267 000 mètres de fil, soit la somme incroyable de 267 km, il ne trouva rien. Certains récits affirment même qu'il a finalement réussi à utiliser l'incroyable quantité de 293 km de fil. Alors qu'il laissait descendre cette immense longueur dans le trou, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant l'ampleur du mystère qui s'étendait devant lui. Le fil continuait de se dérouler, disparaissant dans les profondeurs. Pourtant, il n'y avait toujours aucun signe que le poids touche le fond. Le trou semblait s'étendre à l'infini, un tunnel vertical sans fin en vue. À mesure que Mel continuait d'étudier le trou, il devenait de plus en plus conscient du silence inquiétant qui semblait envelopper la zone autour de lui. Ses chiens, autrefois désireux de l'accompagner dans ses recherches, refusaient désormais de s'approcher du puits, gémissant et se recroquevillant comme s'ils pressentaient un danger surnaturel. Lorsqu'il évoqua ce phénomène avec ses voisins, ils confirmèrent ses observations. Leurs chiens refusaient eux aussi de s'approcher du trou, comme s'ils percevaient un danger invisible. Le plus étrange de tout, c'étaient les signaux radio particuliers que Mel commença à détecter. Chaque fois qu'il approchait son récepteur du trou, l'appareil s'animait soudainement, émettant une rafale de parasites et de voix confuses qui semblaient provenir d'une source lointaine et inconnaissable. C'était comme si le trou agissait comme un conduit pour des messages venus d'au-delà du voile de notre réalité. Puis vint ce qui est peut-être l'histoire la plus effrayante de toutes. Un voisin éploré raconta comment, après avoir perdu son chien bien-aimé, il avait jeté les restes de l'animal dans le mystérieux trou. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, quelques jours plus tard, l'homme aperçut ce qui semblait être le même chien, avec son collier familier, courant dans la forêt. Quand il l'appela, le chien ne montra aucun signe de le reconnaître. Il se comportait comme s'il appartenait à un autre monde, un double qui avait le visage d'un animal de compagnie décédé, mais qui n'avait ni ses souvenirs ni son affection. C'était une histoire qui défiait toute logique, laissant entendre que le trou avait le pouvoir de ressusciter ou de dupliquer la mort. Numéro 8, un étrange appel. Apparition de Mel dans l'émission Coast to Coast Time. À mesure que l'énigme du trou de Mel s'épaississait, il n'était qu'une question de temps avant que l'histoire n'attire l'attention de personnes au-delà des frontières d'Elansburg. C'est là qu'intervient Arben, le charismatique animateur de Coast to Coast Time, une émission de radio consacrée à l'exploration des recoins inexplicables de notre monde. En 1997, Bell invita Mel, lui offrant une plateforme pour partager son incroyable histoire avec des millions d'auditeurs à travers le monde. Mel, avide de trouver des réponses et peut-être une validation pour ses expériences hallucinantes, saisit l'opportunité. Assis devant le micro, Mel raconta l'étrange histoire du trou, sa profondeur apparemment impossible, le silence inquiétant qui régnait aux alentours et les signaux radio troublants qui semblaient émaner de ces profondeurs. Il décrivit comment les objets ressortaient complètement secs après avoir été plongés dans l'abîme et partagea l'histoire glaçante du chien ressuscité de son voisin. Alors que l'histoire de Mel se déroulait sur les ondes, les lignes téléphoniques furent submergées d'appels venus de tout le pays, chacun désireux d'offrir ses propres théories sur la nature de ce puits mystérieux. Certains spéculaient que le trou pourrait être un portail vers une autre dimension, une porte vers un univers parallèle juste de l'autre côté d'une autre. D'autres se demandaient si le puits pouvait être le résultat d'une expérience secrète du gouvernement, peut-être une tentative de capter une force inconnue cachée dans les profondeurs de la Terre. Certaines personnes qui appelaient allaient même jusqu'à relier le trou à d'anciennes légendes amérindiennes, suggérant qu'il pourrait être lié à des récits oubliés sur des esprits et des entités surnaturelles. Ils parlaient de lieux sacrés et de terres maudites, d'endroits où la frontière entre les mondes s'estompait et où l'impossible devenait réalité. Au fur et à mesure que les théories s'accumulaient et que la nuit avançait, Mel ressentait une euphorie croissante mêlée d'inquiétude. Il avait toujours su que le trou était quelque chose d'extraordinaire, mais entendre d'autres personnes valider ses expériences était à la fois réconfortant et étrangement troublant. C'était comme si, en partageant son histoire, il avait ouvert une boîte de Pandore et nul ne savait ce qui pourrait en sortir. Dans les jours qui suivirent, l'apparition de Mel dans Coast to Coast Time marqua un tournant dans la saga du puissant fond.
L'histoire se répandit comme une traînée de poudre, captivant l'imagination de personnes à travers tout le pays et même du monde entier. Mais avec cette nouvelle attention vint un nouveau niveau de danger, car des forces échappant au contrôle de Mel commencèrent à manifester un intérêt soudain et inquiétant pour le trou et ses secrets. Numéro 7. Les fédéraux interviennent. Le terrain de Mel fut confisqué et l'accès lui en fut interdit. Après l'apparition révolutionnaire de Mel dans Coast to Coastime, le paisible village d'Elansburg se retrouva soudainement sous les projecteurs à l'échelle nationale. Curieux et conspirationnistes affluèrent dans la région, espérant apercevoir le désormais célèbre puissant faux. Mais à mesure que la foule grossissait, l'inquiétude grandissait aussi parmi les habitants. Le sentiment que quelque chose clochait, que les secrets du puits n'auraient jamais dû être révélés. Ce sentiment s'est confirmé quelques heures après l'interview radio de Mel, lorsqu'une flotte de véhicules militaires sans insigne est soudainement apparue à la périphérie du village. Dans une scène digne d'un thriller hollywoodien, des dizaines de soldats lourdement armés ont envahi la propriété de Mel, établissant rapidement un périmètre autour du puits et repoussant quiconque osait s'en approcher. Mel lui-même a été pris au dépourvu par cette incursion soudaine, et ses demandes d'explication ont reçu pour toute réponse un silence glacial et des menaces à peine voilées. La version officielle, transmise par des agents du gouvernement au visage fermé, affirmait qu'un petit avion s'était écrasé dans la zone et que le terrain de Mel faisait désormais partie d'une enquête en cours. Mais Mel savait que ce n'était pas vrai. Il était allé sur sa propriété à peine quelques heures auparavant et il n'y avait aucun signe d'épave d'avion. Le trou, apparemment, était le véritable objet de l'attention du gouvernement. Au fil des jours qui se transformaient en semaines et alors que la présence militaire ne montrait aucun signe de diminution, la situation devenait de plus en plus tendue. Des hélicoptères survolaient la zone à toute heure et des convois de camions sans aucun signe distinctif faisaient trembler les rues autrefois tranquilles d'Elansburg. Mel se retrouva isolé de sa propre terre, incapable même d'apercevoir le trou qui était devenu le centre de sa vie. Désespéré d'obtenir des réponses, Mel tenta de confronter les soldats qui tenaient désormais sa propriété en otage. Mais ses efforts furent accueillis par une démonstration de force glaçante. Des troupes lourdement armées firent clairement comprendre que toute tentative de franchir leur périmètre serait accueillie par une action rapide et décisive. Encore plus troublantes étaient les rumeurs d'expériences secrètes et de dissimulation gouvernementale qui commençaient à circuler dans la ville. Des rumeurs qui laissaient entendre une vérité encore plus terrifiante que le puissant fond lui-même. Alors que l'affrontement se prolongeait, Mel fut abordé par une silhouette sombre qui disait représenter les intérêts du gouvernement. L'homme le força à vendre ses terres au gouvernement et à recevoir une généreuse compensation, ou à affronter toute la puissance de la colère militaire. C'était un pacte avec le diable, un choix qui laissa Mel partager entre son besoin désespéré de réponse et sa peur des pouvoirs qui cherchaient désormais à le faire taire. Numéro 6, Mel disparaît. L'enlèvement et l'avertissement sinistre. Juste au moment où il semblait que l'énigme du trou de Mel ne pouvait pas devenir plus étrange, l'homme au centre du mystère a disparu. Mel Water, l'involontaire découvreur du puissant fond et la voix qui a révélé son existence, a disparu sans laisser de traces. À peine quelques jours après sa deuxième interview pionnière sur Coast to Coastime, pendant des mois, la localisation de Mel est restée inconnue. Sa famille, ses amis et la légion d'auditeurs captivés par son histoire incroyable sont restés dans l'incertitude et l'inquiétude. Craignant le pire, les spéculations sont devenues incontrôlables. Mel avait-il été réduit au silence par les mêmes forces obscures qui s'étaient emparées de sa terre? Allait-il cuit, forcé de se cacher sous le poids des secrets qu'il portait? Lorsque Mel est finalement réapparu, son récit. Des mois disparus, scène le mystère s'est approfondi. Il a parlé d'un enlèvement déchirant, d'avoir été kidnappé d'un bus en direction de San Francisco et soumis à une expérience cauchemardesque. Drogué et interrogé par des agents anonymes, Mel a affirmé s'être réveillé dans des installations étranges, le corps meurtri et l'esprit embrouillé par les restes d'un puissant narcotique. Le plus troublant de tout, ce furent les violations physiques que Mel a décrites. On lui avait arraché plusieurs dents de force et son corps portait les cicatrices d'innombrables injections et interventions chirurgicales invasives. Quoi que cherchaient ses ravisseurs, il n'avait montré aucun respect pour les droits ni le bien-être de Mel. Mais même alors qu'il luttait avec le traumatisme de son enlèvement, Mel s'est retrouvé confronté à un autre événement sinistre. Une silhouette sombre, qui prétendait représenter une puissante organisation ayant des intérêts dans toute cette affaire, s'est approchée de lui avec une offre glaçante, une somme stupéfiante de 3 millions de dollars par an en échange du silence de Mel et de sa relocalisation permanente à l'étranger.
C'était un pacte avec le diable, un pacte qui laissa Mel partager entre son besoin désespéré de réponse et la peur des forces qui s'alignaient désormais contre lui. Finalement, craignant pour sa sécurité et le bien-être de ses proches, Mel accepta l'offre. Il laissa derrière lui son ancienne vie et s'enfuit en Australie, dans l'espoir d'échapper à l'obscurité qui semblait désormais le poursuivre à chaque pas. Mais même à l'autre bout du monde, Mel ne pouvait pas échapper à l'attraction du trou et au mystère qu'il renfermait. Les questions sans réponse le tourmentaient. Les secrets qui avaient été arrachés, laissant un vide que ni l'argent ni la distance ne pouvaient combler. Au fond de lui, Mel savait que son histoire avec le trou était loin d'être terminée. Ce destin, ou quelque chose de bien plus insidieux, le ramènerait inévitablement vers l'abîme. Numéro 5, le deuxième trou. Une découverte choquante dans le désert du Nevada. Le destin, semble-t-il, avait un sens de l'humour tordu en ce qui concerne Mel Water et l'énigme sans fond qui avait bouleversé sa vie. À l'autre bout du monde, caché dans les déserts brûlants du Nevada, un autre trou les attendait, un sombre jumeau de celui qui avait tout déclenché. La découverte venait d'une source inattendue, une tribu amérindienne, en harmonie avec les étranges énergies et anomalies qui hantaient leurs terres ancestrales. Ils ont contacté Mel, poussés par les similitudes étonnantes entre leur découverte et le trou qui l'avait rendu célèbre. Mel, incapable de résister à la peine envoûtante d'un nouveau mystère, se retrouva de nouveau entraîné dans la lutte. Il entreprit le long voyage vers le Nevada, l'esprit rempli de questions et le cœur alourdi par le poids de ses expériences passées. Ce qu'il trouva là-bas dépassa même ses attentes les plus folles. À première vue, le second trou semblait être le reflet de la découverte originale de Mel. Il s'ouvrait dans le sol du désert, un adyme parfaitement circulaire qui absorbait aussi bien la lumière que le son. Mais à mesure que Mel et les Amérindiens commençaient leur enquête, de subtiles différences apparurent. Des différences qui allaient bientôt se révéler tout sauf bénignes. Contrairement à la pierre brute qui recouvrait le trou de Mel, ce puits était entouré d'un anneau de métal lisse, presque d'une perfection surnaturelle. Sa composition défiait toute analyse, résistant à toute tentative de rayer ou de marquer sa surface réfléchissante. Encore plus troublantes furent les expériences ultérieures, chacune révélant de nouvelles couches de l'étrangeté du trou. En plongeant un cube de glace dans les profondeurs, celui-ci refusait de fondre, même sous le soleil du désert qui tapait à plomb sur la surface. Au contraire, les cubes gelés ressortaient, secs comme des os et chauds au toucher, comme s'ils avaient été cuits dans un four invisible. Et lorsque le feu toucha la glace surnaturelle, elle s'enflamma d'une flamme froide et mystérieuse qui brûlait sans se consumer, un bûcher éternel défiant toutes les lois de la nature. Mais la véritable horreur du deuxième trou demeurait encore tapie dans l'ombre, attendant d'être libérée par les actes les plus innocents. Dans un élan de curiosité scientifique, l'équipe fit descendre un mouton dans le puits, espérant mieux comprendre son effet sur les tissus vivants. Ce qu'ils ramenèrent de l'abîme entrait leurs rêves pendant des années. Numéro 4, un cadeau du vide. Le cancer de Mel disparaît après le Nevada. Après l'expédition au Nevada, alors que le choc des découvertes résonnait dans la vie de tous les impliqués, Mel Water se retrouva confronté à une révélation qui me bouleversa plus profondément qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. L'homme qui avait passé des années à chercher les secrets des trous, qui avait sacrifié sa tranquillité d'esprit et sa propre façon de vivre à la recherche de la vérité, était en train de mourir. Le diagnostic est tombé juste avant le voyage fatidique au Nevada. Cancer de la gorge en phase terminale, une sentence de mort sans répit. Mel affronta la nouvelle avec résignation, portant le poids de sa propre mortalité sur ses épaules. Mais après les horreurs auxquelles il avait assisté dans le désert, une vérité étrange et impossible commença à se révéler. Le cancer de Mel, cette maladie insidieuse qui le rongeait lentement de l'intérieur, avait disparu, s'était évanoui sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Les scanners étaient clairs. Les résultats de la biopsie, sans équivoque. Le corps de Mel, récemment dévasté par la sauvage avalanche de cellules malignes, était à nouveau complet et sain. Les implications étaient stupéfiantes. Les questions, vertigineuses dans leur portée. La proximité de Mel avec la créature, son contact avec les énergies inconnaissables du tout, avait-elle d'une manière ou d'une autre affecté son corps à un niveau fondamental? Cette rémission était-elle un cadeau, une bénédiction accordée par des forces dépassant notre compréhension? Ou bien était-ce une malédiction, un pacte faussaire dont le véritable prix ne s'était pas encore révélé? Pour compliquer l'énigme, il y eut un incident troublant auquel Mel assista pendant son séjour au Nevada.
L'un des Amérindiens, cherchant à exploiter le pouvoir du trou pour lui-même, emporta un morceau de cette étrange glace brûlante dans sa cabane. Là-bas, la substance sembla prendre une vie propre et malveillante, consumant lentement la structure et tout ce qu'elle contenait. Au final, la cabane se désintégra tout simplement, ne laissant derrière elle qu'une fine cendre poudreuse, sans aucune trace de son existence. Et là où se trouvait autrefois la cabane, une nouvelle horreur émergea, une réplique plus petite et parfaite du trou, née de l'union néfaste du feu et de la glace, et de la fave insatiable de l'abîme. Numéro 3. La dernière disparition de Mel, abandonnant la quête de réponse. Dans les mois qui suivirent son retour de l'expédition Nevada, Mel Water devint un homme possédé. Les révélations concernant le second trou et le miracle impossible de la rémission de son propre cancer l'avaient laissé abasourdi. Sa connexion autrefois inébranlable avec la réalité s'estompait un peu plus chaque jour. Il se réfugia dans ses recherches, passant de longues heures enfermé avec ses notes et enregistrements, cherchant frénétiquement un schéma ou une explication qui pourrait donner un sens à la folie qui avait envahi sa vie. Mais plus il creusait, plus la vérité s'éloignait, perdu dans un labyrinthe d'impasses et d'incohérences désespérantes. Et puis, aussi soudainement qu'elle était réapparue, Mel disparut de nouveau, sans prévenir, sans adieu, ne laissant derrière elle qu'une maison vide et une traînée de questions sans réponse. Certains murmuraient qu'on l'avait emmenée, réduit au silence par les mêmes forces obscures qui avaient orchestré son enlèvement des mois auparavant. D'autres spéculaient que le poids de ses découvertes était finalement devenu insupportable, qu'il avait décidé d'abandonner sa quête et de fuir, cherchant refuge dans l'anonymat. Quelle que soit la vérité, la disparition de Mel n'a fait qu'alimenter les légendes qui s'étaient formées autour de lui et de ses découvertes surnaturelles. En son absence, les trous ont acquis une dimension mythique, devenant un sujet de conversation dans les émissions de radio nocturnes et dans les théories du complot sur Internet. Des chercheurs et des amateurs de sensations fortes ont afflué en masse à Ellensburg et dans le désert du Nevada, dans l'espoir d'apercevoir les anomalies qui avaient tant captivé l'imagination du public. Mais au fil des années et en l'absence de nouvelles preuves, des doutes ont commencé à émerger. Certains ont souligné l'absence flagrante de preuves physiques, le manque de photos ou de vidéos venant corroborer les affirmations fantastiques de Mel. Ajouté aux énormes zones d'ombre de sa propre biographie, à l'absence de documents attestant de sa vie à Ellensburg et aux incohérences de ses différents récits, ces omissions ont amené beaucoup de gens à remettre en question l'existence même de Mel Water. Toute cette saga n'avait-elle été qu'une supercherie élaborée? Une guerre des mondes modernes conçue pour captiver l'imagination des crédules et des amateurs de complot? Ou bien la vérité était-elle encore plus sinistre? Un camouflage si profond et tordu que même les croyants étaient devenus des pions involontaires dans un jeu qu'ils pouvaient à peine comprendre. Un seul homme pouvait répondre à ces questions, il avait décidé d'emporter ses secrets avec lui dans le néant. Numéro 2. La perspective scientifique, les impossibilités géologiques et les contradictions physiques. Alors que les histoires fascinantes du trou de Mel captivaient profondément l'imagination du grand public, créant un phénomène d'intérêt presque sans précédent, la communauté scientifique a réagi avec un scepticisme méthodiquement calculé et fondé sur des principes établis. Les géologues, après des analyses approfondies et des délibérations entre experts de multiples institutions, ont unanimement rejeté la possibilité qu'une telle structure extraordinaire puisse exister dans la nature, citant de nombreux principes fondamentaux des sciences de la Terre qui rendaient physiquement impossible le phénomène décrit dans les récits populaires. Les explications techniques étaient sans appel. Tout puits vertical qui tenterait d'atteindre une profondeur aussi extrême s'effondrerait inévitablement sous une immense pression lithostatique, un phénomène bien documenté lors des forages profonds réalisés par l'industrie pétrolière et minière depuis des décennies. La roche environnante, quelle que soit sa composition minéralogique ou ses caractéristiques structurelles, ne peut tout simplement pas maintenir l'intégrité structurelle nécessaire aux profondeurs supposées mentionnées dans les rapports, car les forces de compression augmentent de façon exponentielle avec la profondeur. Les gradients géothermiques posaient un autre problème technique pratiquement insurmontable pour la crédibilité du récit. Avec une augmentation de chaleur documentée d'environ 25 degrés Celsius par kilomètre de profondeur vers l'intérieur de la Terre, tout puits dépassant plusieurs kilomètres atteindrait rapidement des températures extrêmement élevées qui feraient fondre non seulement la ligne de pêche ordinaire, mais même des matériaux hautement résistants, bien avant d'atteindre ne serait-ce qu'une fraction des profondeurs évoquées dans le récit populaire. La logistique opérationnelle des prétendues expériences de Mel a fait l'objet de critiques particulièrement détaillées et techniquement fondées de la part des physiciens et ingénieurs consultés. Les plus de 128 km de lignes de pêche qui auraient été utilisées lors de ces explorations nécessiteraient, sans aucun doute,
un équipement industriel hautement spécialisé pour leur manipulation, leur stockage et leur utilisation, et non le modeste dispositif portable décrit dans les témoignages. Une analyse basique des matériaux démontre qu'une telle quantité de cordes, même en utilisant les composés les plus légers disponibles dans l'industrie moderne, pèserait plusieurs centaines de livres et nécessiterait indiscutablement une assistance mécanique sophistiquée pour la déployer et la récupérer de manière contrôlée et sécurisée. Selon de nombreux géologues éminents issus d'universités prestigieuses, la description fréquemment répétée d'objets qui, soi-disant, ne touchent jamais le fond, violait de façon flagrante les principes fondamentaux bien établis de la gravité terrestre et des phénomènes de vitesse terminale dans des milieux résistifs. Même dans des conditions de quasi-vide parfait, les objets atteindraient inévitablement la vitesse terminale en raison de la résistance résiduelle et produiraient des impacts audibles en quelques secondes ou minutes tout au plus, au lieu de continuer à tomber indéfiniment, comme le suggèrent les récits. Les anomalies électromagnétiques signalées contredisaient de manière tout aussi fondamentale la physique établie et vérifiée expérimentalement, car les formations géologiques naturelles ne peuvent pas générer les fréquences radio spécifiques décrites dans les rapports sans une source d'énergie artificielle et des équipements de transmission techniquement avancés installés délibérément. Dans leur conclusion, les scientifiques ont également observé avec minutie qu'un trou d'une telle ampleur extraordinaire aurait des effets mesurables et significatifs sur les champs gravitationnels locaux et aurait été détecté par de multiples études géologiques, gravimétriques et sismiques menées dans la région bien avant la prétendue découverte fortuite attribuée à Mel. Numéro 1. Réalité ou fiction? L'affaire contre Meltwater et ses affirmations extraordinaires. À mesure que le scepticisme grandissait, les enquêteurs commencèrent à examiner non seulement l'improbabilité physique du trou, mais aussi le narrateur lui-même. Aucune trace n'a été trouvée prouvant que Meltwater ait jamais vécu à Helensburgh. Aucun acte de propriété ni document fiscal ne venait appuyer sa prétention de posséder un terrain dans le comté de Manistac-Ridge. Les évaluateurs n'avaient aucune trace de la parcelle qu'il avait décrite et les habitants de la région de longue date affirmaient n'avoir jamais entendu parler d'un point de repère aussi spectaculaire dans le paysage. Les sceptiques ont souligné l'absence suspecte de preuves. Il n'y avait ni photographie ni témoin vérifiable en dehors de Mel. Et, plus révélateur encore, aucune équipe scientifique n'a été autorisée à enquêter sur le site. Même son prétendu service militaire, que certains avaient d'abord avancé comme une possible explication à son enlèvement et à son silence ultérieur, s'est avéré impossible à vérifier dans les registres militaires. Les incohérences dans le récit de Mel devenaient de plus en plus problématiques à chaque nouvelle version. Les détails concernant l'incident du mouton variaient d'une version à l'autre, parfois attribués à un trou, parfois à un autre. L'intervention du gouvernement semblait contradictoire, soi-disant déterminée à dissimuler l'existence du trou, mais permettant à Mel de conserver des échantillons de la mystérieuse glace brûlante et de raconter son histoire dans une émission de radio nationale. Pour de nombreux chercheurs, une explication plus simple est apparue, toute l'histoire serait née comme une performance artistique ou un coup de publicité radiophonique qui a fini par développer sa propre mythologie. D'autres ont suggéré que Mel était tombé sur quelque chose de plus banal, peut-être un puits de mine abandonné, un gouffre naturel ou une formation géologique produisant des effets acoustiques inhabituels que son imagination a transformé en quelque chose d'extraordinaire. Malgré ces objections rationnelles et l'absence de preuves vérifiables, le trou de Mel continue de captiver la communauté paranormale comme un mystère durable qui ne cesse de fasciner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.